en ce moment, on se demande s'il faut dérembourser les médicaments homéopathiques. Donc on est quand même loin des 2 millions d'euros l'ampoule, mais ça coûte de l'argent aussi. Et donc du coup, la question c'est que doit-on rembourser, que ne doit-on pas rembourser? Et pourquoi pas rembourser l'homéopathie? D'ailleurs, il y a des concitoyens qui disent qu'il faut le rembourser. Alors, du coup, il faut choisir. Et du coup, ça pose un problème éthique, puisqu'il faut choisir. Et alors, c'est compliqué, oui, mais en fait, un jour, j'ai lu un bouquin, d'ailleurs, je vous recommande, Foundation of Bioethics, d'un gars drôle qui s'appelle Tristan Engelhardt, qui est un philosophe texan, converti au christianisme orthodoxe, qui est très baroque, mais qui a écrit un livre très simple à lire. C'est vraiment, ça se lit comme un texte pour enfants, où il dit, voilà, j'ai des convictions religieuses très fortes, et du coup, ça m'engage à avoir des positions morales qui sont ce qu'elles sont, et en tant que philosophe, ça me dérange, donc je vais écrire un livre d'éthique pour essayer d'aller au cœur du problème en me désengageant de tous mes a priori. Et le premier chapitre, c'est vouloir un système de santé égalitaire, c'est impossible, donc ça n'est pas éthique. Et alors son argument, qui fait quand même réfléchir, c'est de dire, et on y arrive avec, alors c'est surtout aux États-Unis, c'est que les nouveaux médicaments arrivent de façon exponentielle, avec des prix qui sont exponentiels, et donc de toute façon, si ça continue comme ça, on ne pourra pas tous se les payer, et donc ou elle les interdit, mais ça va être compliqué, ou alors il y en aura qui les auront et d'autres qui les auront pas, et en fait c'est pas possible. Et bien il dit même au-delà de ça, en fait il y a des médecins qui sont bons et des médecins qui sont pas bons, et tout le monde le sait. Vous en particulier. Et vous savez très bien que si ça vous touche de près ou vos proches, ben vous allez trouver les médecins qui sont bons et que vous connaissez. Mais vous le savez. Mais il y a plein de gens dans la rue qui ne le savent pas. Donc il y a une inégalité d'accès aux soins rien que par le savoir. Et c'est colossalement important dans le choix d'un chirurgien, d'un cancérologue, etc. Donc il y a des inégalités de santé. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors, il faut lutter pour les réduire, il faut faire que les gens les plus pauvres aient un minimum d'accès aux soins, etc. Mais vouloir qu'il n'y ait pas d'inégalité de santé, c'est un fantasme, c'est impossible, et du coup ça pourrit le débat, parce qu'en fait c'est pas possible. Premier point. Donc du coup la question que rembourser, elle devient vraiment une question, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut vraiment faire des choix. Et alors là, donc on pourrait partir dans des discussions très fondamentales, mais en fait il vaut mieux revenir, d'ailleurs comme vous l'avez fait avant, à des considérations très pratiques. Et moi ce qui me choque, c'est que en fait les décisions de remboursement, c'est pas du tout les mêmes, techniquement, quand ce sont des soins industriels et quand ce sont des soins artisanaux. Pour des soins industriels, on en a parlé tout à l'heure, les médicaments sont des soins industriels. Mais pour des soins artisanaux, la chirurgie, la psychothérapie, enfin tout ce qui fait la médecine du quotidien. Comment on décide que quelqu'un qui a une acné ou qui a 2 ou 3 points noirs va chez le dermatologue et que c'est remboursé? Ben c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai une voisine près de chez moi, elle a les oreilles un peu décollées, elle va se faire recoller les oreilles, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et qui décide de ça? Ben en fait, alors il y a une marge, par exemple une épilation électrique. Si on a un hirsutisme, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc vous imaginez qu'il y a des gens qui tirent sur la corde en disant « Oui, j'ai un peu trop de poils, je voudrais que vous m'épiliez définitivement. » Et donc il y a une entente préalable. Il faut que le médecin dise « Mais on peut faire ça, vous voyez, ça va marcher pour... et encore, ça marche. Coup-ci, coup-ça. » Mais on doit demander l'entente. Il y a un petit frein, mais ça n'a rien à voir avec l'évaluation du médicament. Ça n'a rien à voir. Même vous allez voir un chirurgien, vous dites j'ai mal là, ben, je vais vous opérer, et c'est remboursé. Et pourquoi c'est remboursé? Quelle est la balance bénéfice-risque? Enfin, donc là, il y a vraiment un problème de fond, et d'ailleurs qu'on voit dans le domaine du médicament. Il n'y a pas longtemps, la mélatonine a été déremboursée, vous savez, le médicament pour dormir, alors que la préparation magistrale était remboursée. Vous voyez, comme si la préparation magistrale, c'est en fait un soin artisanal.
Donc c'est remboursé. Alors bien sûr ça a bugué, l'assurance maladie a dit que c'était pas possible. Donc ils ont fini par dire que les préparations magistrales de mélatonine n'étaient pas remboursées. Mais il y avait un autre exemple, les APSI, les antigènes personnalisés. Vous savez, quand on est allergique à la farine, il y a une boîte en banlieue parisienne qui fabrique des antigènes qui vont permettre de vous désensibiliser à la farine. C'est une préparation magistrale, c'est remboursé. Et quand ils ont sorti Grazax, c'est un médicament oralaire, un médicament qui désensibilise de façon... Enfin, c'est un médicament industriel qui est censé gérer les allergies à l'herbe, au pollen de machin. C'est passé par la commission de transparence, etc. Ça n'a pas été remboursé, ou du moins avec un prix qui n'était pas tenable pour l'industriel. Donc on avait d'un côté les APSI remboursés, de l'autre côté le médicament industriel beaucoup mieux fabriqué qui n'était pas remboursé. Alors on peut se demander pourquoi ça marche comme ça. Alors on peut dire parce que en fait, s'intéresser aux soins industriels, si on les évalue bien, comme c'est industriel, vous voyez, on va prendre une décision, ça va être très efficace. Alors que si on doit gérer tous les patients qui vont voir le dermatologue, on va pas s'en sortir, c'est pas possible. Donc du coup on le fait pas. C'est une possibilité, et d'ailleurs, alors. Sauf que il y a d'autres pays où c'est le cas. Vous voyez, aux États-Unis par exemple, où les assurances font beaucoup plus attention à ce que fait le médecin. Et bien ça a eu un impact, c'est que aux États-Unis, la personnalité borderline étant une trouble de la personnalité, n'est pas remboursée quand vous allez voir un psychiatre. Mais le trouble bipolaire étant un vrai trouble, lui, il est remboursé. Donc, aux États-Unis, la prévalence du trouble bipolaire a augmenté, la prévalence de la personnalité borderline a diminué. Vous voyez comme effectivement les choses sont compliquées. Alors, on pourrait avoir comme autre argument que le soin industriel c'est des firmes et que les firmes c'est des vilains. Alors que le soin artisanal c'est des gens et les gens c'est des gentils. Donc on va fliquer les vilains, c'est un peu une pensée un peu marxisante si vous voulez, il y a des classes dominantes, les firmes sont dominantes, il faut leur serrer les boulons, comme ça, voilà. Ce qui est un peu vrai aussi. C'est un peu vrai aussi. Mais, de mon point de vue, ça explique pas tout. Je pense qu'il y a une question éthique sous-jacente, c'est qu'en fait, dans le soin industriel, on a une position qu'on pourrait appeler d'éthique collective. Alors que, dans le soin artisanal, c'est une éthique de la singularité. Et qu'en fait, les deux obéissent pas aux mêmes logiques. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les 10 minutes qui suivent, surtout que vous en avez parlé précédemment. Alors, le côté collectif. C'est l'évaluation du médicament, qui est en fait une évaluation statistique, donc complètement collective, quoi. C'est à des grandes quantités. Alors, comment ça fonctionne? D'abord, ça ne fonctionne pas exactement pareil dans tous les pays, et ça c'est intéressant. C'est qu'on voit qu'il y a justement des positionnements éthiques différents d'un pays à l'autre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'avant la France était à part, et petit à petit la France rejoint l'ensemble des autres pays, où de façon un peu plus honnête, avant il y avait la France d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre, sur des positions épistémologiques complètement différentes, et puis en fait les deux convergent, mais on se rapproche plus d'eux qu'ils ne se rapprochent de nous. Alors comment ça fonctionne? D'abord, vous savez, il y a une autorisation de mise sur le marché. L'autorisation de mise sur le marché, en principe, c'est évaluer un rapport bénéfice-risque. Eh bien, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Tout le monde sait que le risque est mal évalué au moment de l'AMM. C'est pour ça qu'il y a tous les scandales sanitaires. L'AMM, elle passe si vous montrez que votre produit ne relève pas du charlatanisme. C'est ça le truc. Ça garantit que ça fait quelque chose. Mais ça veut dire quoi, ça fait quelque chose? Ça veut dire que, implicitement, c'est mieux qu'un placebo. Donc, du coup, par principe, un placebo ne marche pas. Oui, c'est automatique. Puisque l'AMM est donnée quand ça fait vraiment quelque chose et que vraiment quelque chose c'est par rapport à un placebo, donc le placebo ne marche pas et donc bien sûr il ne va pas être remboursé puisqu'il ne marche pas. Vous voyez, déjà, on voit qu'à la base il y a un problème parce qu'on parle en termes statistiques. Donc on a l'AMM et puis après on a des évaluations médico-économiques qui sont des coûts par quali, c'est-à-dire des coûts par année de vie de qualité. Et l'année de vie de qualité, c'est quoi? Ça va à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va calculer des utilités de maladie,
Et ça, c'est fait à partir de révélations de préférence auprès de gens, en leur demandant qu'est-ce que vous préféreriez, avoir 50 chances sur 100 de mourir tout de suite ou avoir un infarctus du myocarde et une insuffisance cardiaque chronique. Et en fonction des choix, eh bien, on attribue des nombres à toutes les maladies. Ces nombres sont des utilités. Et ces nombres ont une propriété mathématique particulière, c'est qu'on peut en faire des rapports avec un prix. On peut faire un rapport coût-utilité. On a le droit mathématiquement. Et donc les économistes font ça, puisque l'utilité met toutes les maladies sous un même pied d'égalité. En principe. Et donc on met le prix, et il y a un cut-off qui est en gros à 40 000 euros l'année de vie de qualité. Pourquoi 40 000 euros? Parce que c'est le PIB par habitant. Donc le prix d'une vie humaine, c'est à peu près 3 millions. Et voilà. Donc les Anglais font ça. Les Anglais font ça, ils calculent, et d'un côté c'est oui, de l'autre côté c'est non. Alors en France, on n'était pas là-dessus, mais on y arrive. On y arrive parce que justement, on n'arrive pas à se sortir du débat. Et donc ça, c'est une façon de trancher le débat. C'est une façon, ça ne veut pas dire que c'est bien. Hein. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien parce que ça a posé des problèmes qui sont sociologiquement amusants. C'est que dans l'Ohio, il y a 20 ans de ça, je crois que c'est le Medicare, l'assurance maladie pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont voulu attribuer rationnellement l'argent de façon à ce que ça améliore, que ça fasse le plus grand bien pour le plus grand nombre. C'est ça le rationnel sous-jacent, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Vous voyez, c'est une éthique collective. On moyenne le bien en fonction des gens. Et donc ils ont calculé des qualis, etc. Et du coup, on remboursait les caries dentaires, mais pas la schizophrénie. Et voilà, parce que en fait, pour le coup, c'est pas rentable, etc. Donc, ils ont interrogé les citoyens, ils ont classé les maladies, ils ont regardé les prix, ils ont dit ce qu'on rembourse pas, ils ont dit aux gens, c'est vous qui avez décidé, donc on va faire comme ça. Ça a tenu 3 mois et les gens ont manifesté dans la rue en disant c'est pas possible. Vous voyez, le problème c'est que si on veut être rationnel jusqu'au bout, vous donnez la parole aux citoyens, vous opérationnalisez tout ça en fonction de ça, mais le citoyen n'est pas d'accord à la fin du résultat. Alors, bien sûr, ça résiste, ça. Pourquoi on le fait quand même aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a un problème compliqué, hein? Parce que ça a l'air scientifique. Il y a un calcul qu'on peut expliciter. On peut faire croire aux gens que c'est pas arbitraire. Et donc, voilà, vous voyez, on dit, on a fait le calcul. Vous êtes là. C'est 70 000 euros, c'est au-dessus du seuil, donc on ne rembourse pas. Vous voyez, c'est facile, la discussion devient facile. Et c'est pour ça que ça devient très utile. Ce type de calcul est très apprécié par les autorités de santé, justement pour se dépêtrer de la charge émotionnelle qu'il y a derrière tout ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Alors, on change, ça c'était le collectif, l'éthique du remboursement au niveau individuel. On revient à l'essence de la médecine, c'est que quand quelqu'un souffre beaucoup, quand il y a une rupture dans sa vie et qu'il demande de l'aide à un soignant, eh bien les sociétés se sont organisées pour que ça marche, ça, parce que c'est quelque chose de très fort, donc on rembourse. Si vous vous sentez très mal, et là, c'est la caricature, c'est qu'on va aux urgences. Et donc on rembourse les urgences. Et en ce moment, on a bien, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que si je vais mal au point qu'il y a un sentiment d'urgence, qui est la quintessence de l'appel à l'aide du patient, alors il faut que je puisse trouver une réponse et il faut que la société le prenne en charge. Voilà, c'est éthique. Sinon, c'est pas éthique. Alors, bien sûr, le problème, c'est d'accord sur le principe, mais du coup, alors qu'est-ce qu'on va rembourser là-dedans? C'est que, alors on va rembourser un médecin, ça va faire un C, quoi. Mais on en arrive à la question précédente de l'hirsutisme, etc. Vous voyez, c'est que chacun voit l'urgence à sa porte et que plus on rembourse, plus le sentiment d'urgence diminue en seuil, et il y a vraiment des gens qui, tous les collègues en libéraux vous diront ça,
tous les jours, ils reçoivent des coups de fil, c'est une urgence, docteur, c'est une urgence, et il n'y a rien en fait. Enfin, même c'est évident qu'il n'y a rien, c'est pas une urgence, juste. Mais c'est ressenti comme ça, et donc, du coup, il y a un problème. Alors, premier problème. Deuxième problème, c'est que fait le médecin ou le soignant quand il est dans sa consultation. Bah, alors, vous allez me dire, il fait des diagnostics, et puis il donne des traitements. Ben ouais, mais peut-être qu'il donne des placebos aussi, que le placebo peut répondre à l'urgence. À l'échelon individuel, tout le monde sait que ça marche très bien. Et d'ailleurs, la panoplie des placebos actifs, elle est longue comme ça, quoi. Hein, la vitamine C, le magnésium, etc., même le paracétamol, tout ça, c'est des placebos actifs et c'est prescrit. Et le médecin, il n'est pas dupe. Hein, et donc on le rembourse, et c'est normal, puisque c'est la réponse à une plainte qui doit être remboursée. Donc vous voyez, il y a une espèce de prise en tenaille entre une éthique de la collectivité et une éthique de la singularité, qui font que les deux positionnements sont en porte-à-faux. Alors, il y en a une troisième. Il y en a une troisième qui est celle, en fait, de la France. C'est que, en France, en fait, à l'origine, on rembourse sur une base de principe. Donc c'est une espèce d'éthique d'universalisme. C'est le SMR, le service médical rendu. Vous êtes au courant, qui est donné par la HAS. Et en fait, le service médical rendu, c'est un mélange de la gravité de la maladie et du besoin thérapeutique non couvert. Donc on considère, et ça c'est un principe, alors c'est un principe qui a été décidé par des politiques. Donc ça faisait partie de la question tout à l'heure. On considère que si vous avez une maladie très grave, alors, c'est les ALD et tout ça, hein, alors vous êtes remboursé. Et on considère, et ça c'est les millions d'euros qu'il y avait tout à l'heure, s'il y a un besoin thérapeutique non couvert, comme dans des maladies orphelines où il n'y a rien, alors on doit rembourser. C'est un positionnement de principe. Et comme tous les principes, il est attaqué et il craque de partout. Parce que voilà, 2 millions d'euros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, le besoin thérapeutique n'est pas couvert. Oui, mais enfin bon, si c'est 2 millions d'euros, et si c'est pour faire 30 mètres en plus sur un tapis roulant, ça va être non quand même. Alors, et c'est là qu'on va retrouver notre placebo. En ce moment, dans les médias, on entend partout... et alors, homéopathie, oui, non, et là, récemment, vous avez vu un cancérologue qui a écrit une tribune, je crois que c'est dans le Figaro, en disant, je suis cancérologue, et certaines de mes patientes, eh ben, l'homéopathie, ça leur fait du bien. Et là, vous voyez, ça refroidit, parce que, en fait, on se retrouve dans le SMR, c'est-à-dire là, le cancer, parce que normalement, l'homéopathie, c'est pour des troubles fonctionnels mineurs, quoi. Donc, du coup, en France, pour vous dire, la ministre de la Santé, ça va être dur parce que il va falloir qu'elle dise que ça marche pas et qu'il faut pas rembourser parce qu'on n'a plus d'argent, mais au moins elle pourra dire les autres médicaments c'est comme ça. Ben ouais, mais sauf que si l'homéopathie permet de rendre service à des patientes qui ont un cancer, ce que je pense être la réalité, c'est-à-dire je pense que c'est pas parce qu'on a un cancer que le placebo ne fait rien sur les effets indésirables des chimiothérapies, etc., etc. C'est juste plausible. Mais du coup, si c'est le cas, pourquoi on ne le rembourse pas ? Et voilà, on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui, sauf que je trouve qu'on n'a pas posé le problème comme ça. C'est-à-dire, les gens hurlent en disant c'est des charlatans, nous on est des scientifiques, c'est des médecins, les patients sont des gogos, il faut qu'ils se rendent compte, ils demandent des trucs qui ne sont pas raisonnables, etc., sur des positions dogmatiques qui regardent les gens de haut, etc., et ça ne fait que ça arrange pas les choses, quoi. On voit bien que ça continue, l'ébullition continue et elle continue. Et non, il faut poser les problèmes et je crois que collectivement, effectivement, il faut être honnête, l'homéopathie est un placebo, voilà, c'est juste en termes physico-chimiques, c'est comme ça. Donc, mais il faut être honnête aussi, les placebos appartiennent à la pratique médicale. Alors est-ce qu'il faut qu'ils soient remboursés ? En général, je pense que non, sur des principes qui sont ceux qu'on a en France, c'est que la solidarité nationale prend en charge le remboursement des soins pour les pathologies graves, y compris mon patient d'avant-hier qui était suicidaire. Donc des pathologies graves ou des besoins thérapeutiques non couverts. Or en général, les placebos actifs, quand on les prescrit, c'est pas pour ça.
Donc, moi, je suis pour des remboursés. Mais, effectivement, il y a des cas où des placebos peuvent être utiles dans des pathologies sévères, et je pense qu'il est licite de les rembourser dans ces cas-là. Mais c'est un point de vue éthique. Je suis dans les temps. Merci. Merci.